Bonsoir à tous, bienvenue sur LCP. C'est la 8e fois que nous nous retrouvons depuis le début de l'année, c'est la dernière avant les fêtes. Et nous avons choisi cette fois-ci une problématique évidemment, hélas, terriblement d'actualité, la crise et l'Europe. Et après, Mathias Léridon. Oui Patrick, l'Europe est en crise, la crise est en Europe, il n'y a qu'une seule question aujourd'hui, quelle Europe peut émerger après la crise ? Et comme d'habitude, un grand témoin, un spécialiste pour nous en parler, le spécialiste à la fois de l'Europe et de l'euro. Jean-Claude Trichet, grand serviteur de l'Europe, président de la Banque Centrale Européenne pendant 8 ans, l'homme d'une grande cause, celle de la monnaie unique, celui aussi qui à plusieurs reprises a appelé les responsables européens au courage et au courage d'agir. Et comme chaque fois dans cette émission, à la toute fin, eh bien, il y aura un jeune entrepreneur, en l'occurrence une jeune chef d'entreprise, qui viendra poser ces questions qui sont aussi les nôtres à Jean-Claude Trichet. A tout de suite. Jean-Claude Trichet, bonsoir. Bonsoir. Pendant très longtemps, vous étiez le diable quand on vous invitait sur un plateau. Il y avait toujours des tas de revendications acrimoniques de la part des chefs d'entreprise, mais surtout beaucoup des hommes politiques. Puis tout d'un coup, un jour, vous êtes devenu le devin, celui qu'on allait consulter. Et ce jour-là, vous pouvez le dater très précisément, c'était le début de la crise. Je crois qu'effectivement, le fait de dire il faut faire attention aux dépenses, il faut faire attention au déficit, attention à ne pas avoir de l'inflation qui mange le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français et des Européens d'ailleurs, c'était pas très populaire. On disait il faut plus de déficit, il faut plus de dépenses, il faut plus d'inflation. C'est pas du tout ce que pensaient nos concitoyens, mais c'était un peu l'élégance affirmée dans le débat public. Et les présidents de la République qui se sont succédés ne manquaient pas de vous le faire savoir Comme au téléphone. Vous l'avez dit, c'était l'ensemble, un large ensemble, disons pas tout le monde bien sûr, mais un très large ensemble de responsables. Et puis il y a eu la crise. Et alors à ce moment-là, l'opinion a changé vraiment de manière extrêmement immédiate. Et ceux qui prônaient finalement le laxisme sont apparus comme ayant été précisément de très mauvais conseillers, irresponsables. Et ceux qui prônaient la sagesse ont été reconnus comme peut-être n'ayant pas eu tout à fait tort. Pour moi, ça a fait un changement monumental. Vous étiez en tête de ceux-là, donc des grands sachem qu'on allait consulter. On va le refaire là pendant 1 heure avec à la fois Mathias Léridon et avec Laurent Bigorgne. Mais on va tout de suite voir avec Anaïs Goubatian justement l'historique de cette Europe. Ça remonte à longtemps, vous allez voir. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Depuis les années 50 et la déclaration de Robert Schuman, l'Europe n'a cessé de changer, de grandir. 6 pays, puis 9, 10 et 12 en 1986. Un élargissement qui n'a pas toujours été sans difficulté. L'adhésion, notamment d'un pays comme l'Espagne, à la communauté économique européenne dans les années 80, après la fin de la dictature franquiste, a posé des difficultés, notamment à certaines catégories professionnelles, socio-professionnelles de la population française. On peut penser aux agriculteurs du Sud-Ouest. Et de la même manière, pour les élargissements plus récents, on a vu que dans l'opinion publique de certains pays, on peut là aussi penser aux Français, qui ont vu dans ces élargissements aux pays d'Europe centrale et orientale, finalement un risque de concurrence en matière sociale, un risque de concurrence en matière fiscale. Et donc, oui, chacun de ces élargissements a été plus ou moins compliqué. La communauté européenne a néanmoins apporté la paix, un espace de circulation libre et même une monnaie unique en 1999. Mais aujourd'hui, l'Union européenne composée de 27 pays tangue. Les crises financières et économiques la frappent de plein fouet, jusqu'à remettre en cause l'appartenance de certains pays membres. On est en train de sortir finalement d'un système qui a, encore une fois, produit des résultats et dont beaucoup ont pu profiter. Et on est en train, parallèlement, d'entrer dans une situation inédite, très compliquée, très anxiogène, qui crée de l'incertitude, sans trop bien savoir dans quelle direction on s'oriente.
Une situation qui nécessite une prise de conscience des responsables politiques, une crise qu'il faut dépasser pour aller vers de nouveaux projets avec un objectif pour les années à venir, redonner du sens à l'Europe. Alors Jean-Claude Trichet, avant de vous laisser dans les mains de Laurent et de Mathias, quand même cette question, puisque vous avez été l'homme de l'euro pendant très longtemps, aujourd'hui on a 12-13 ans de recul, est-ce que vraiment ça a été une bonne chose pour nous tous, Français par exemple? Je crois que ça a été évidemment une bonne chose et qu'il faudrait voir ce qui se serait passé si on n'avait pas eu l'euro dans la crise. Parce que n'oublions pas, on parle de crise européenne, nous sommes dans une crise mondiale. La crise a commencé en août 2007 avec la crise des subprimes aux États-Unis. Puis ça a duré à peu près un an. Puis il y a eu le dépôt de bilan de Lehman Brothers. Puis ça a encore duré un an, puis à peu près un an et demi. etc. Et nous sommes dans le 3e épisode d'une crise mondiale. L'épicentre de la crise était aux États-Unis pendant la première période et la seconde période, des périodes de turbulences financières, de menaces graves et immédiates d'effondrement complet du système. Et maintenant, l'épicentre de la crise est en Europe. Mais c'est une crise mondiale. Et tous les pays avancés, tous les ensembles économiques avancés, y compris l'Europe bien sûr, mais y compris le Japon, y compris les États-Unis, doivent s'interroger sur eux-mêmes et, à l'évidence, faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter. L'Europe n'est pas seule. Alors Mathias Léridon, une crise évidemment économique, mais politique aussi. Hein. Oui, une crise politique. On l'a vu dans le reportage, Jean-Claude Trichet, l'Europe s'est construite depuis sa création sur des crises successives. Mais elle s'est construite toujours en avançant. Moi, j'ai une question qui est au cœur de la question que se posent les Français, c'est est-ce que pour la première fois dans l'histoire européenne, il n'y a pas un risque que les peuples européens soient tentés par une certaine déconstruction de l'Europe ? Voyez-vous, je ne le crois pas personnellement. Je crois que, bien entendu, ce n'est pas agréable d'être en crise. Et dans tous les pays avancés, il y a une réaction très légitime des concitoyens qui consiste à dire « mais enfin, on ne savait pas que le système était aussi fragile que ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes-nous trouvés dans une situation où tout le système financier et l'économie réelle menaçaient finalement de s'effondrer ?» Et on a évité l'effondrement, d'ailleurs, au prix de très grands efforts, et aux États-Unis, et en Angleterre, et chez nous, dans la zone euro. Et donc, je crois que la leçon à tirer, c'est il ne faut pas que ça se répète, il faut qu'on améliore la gouvernance. Et donc, la grande leçon pour l'Europe, c'est qu'il faut aller plus loin, parce qu'on était déjà allé assez loin, mais en termes de gouvernance, c'est-à-dire de gestion intégrée de la zone euro sur le plan budgétaire et sur le plan économique en général, clairement, on n'a pas fait tout ce qu'il fallait. On peut revenir là-dessus, naturellement, mais c'est un sujet qui est essentiellement économique et budgétaire. Mais alors, quand on parle gouvernance, Jean-Claude Trichet, on a toujours deux images qui s'imposent. La première, c'est le système de gouvernance. La deuxième, ce sont les individus qui symbolisent la gouvernance. Alors, on se souvient de la phrase d'Henry Kissinger qui disait je me demande à qui il faut que j'appelle en Europe pour avoir l'Europe ». Aujourd'hui, si l'on parle de l'incarnation de l'Europe, lorsqu'on est aux États-Unis, lorsqu'on est Barack Obama et qu'on veut avoir l'opinion européenne, on appelle qui, Jean-Claude Trichet? On appelle le président de la BCE, on appelle des chefs d'État européens, on appelle le président du Parlement européen? Quand on est le ministre des Finances des États-Unis, on sait qui il appelle parce qu'il a rendu ses appels publics. Et effectivement, la personne qui l'appelait le plus fréquemment, c'était moi-même, puis mon successeur. Mais c'est compréhensible parce que nous étions sur une responsabilité, disons, qui était directement en prise sur la crise. Et on parlait de la crise économique et financière. Il y a en Europe un président de l'Europe et, bien entendu, un président de la Commission. Oui, mais est-ce que ça ne pose pas un problème, Jean-Claude Trichet, que le ministre des Finances américain appelle le président de la Banque Centrale Européenne? Non, mais il appelle aussi, évidemment, le président de l'Eurogroupe et les responsables ministériels des autres pays systémiques, si vous voulez. Donc c'est normal. Nous ne sommes pas encore, peut-être le serons-nous un jour, dans une fédération politique achevée. Donc il va de soi qu'il n'y a pas l'équivalent du président des États-Unis et qu'il n'y a pas l'équivalent du ministre des Finances de la zone euro. J'ai d'ailleurs dit moi-même que je souhaitais qu'il y eût un ministre des Finances de la zone euro. Mais on peut en faire la constatation. En effet, nous ne sommes pas une fédération politique achevée. Le président de l'Europe, dont on ne sait pas s'il faut l'appeler le président des États-Unis d'Europe,
peu de gens connaissent son nom. On sait bien qu'il a été choisi parce que c'était un plus petit dénominateur commun acceptable par les grands pays. C'est un problème quand même qu'il n'y ait pas une personnalité majeure. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. D'abord, c'est un homme extrêmement intelligent. Monsieur Van Rompuy. Monsieur Van Rompuy, ultra respectable, qui a fait des propositions qui me paraissent très intelligentes. Et donc, franchement, je ne dirais que du bien du président. Mais il n'est pas président des États-Unis d'Europe. Il ne peut pas l'être. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc, il faut bien voir que dans la crise, qui est quand même la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour tous les pays avancés, les États-Unis ont été appelés à prendre des décisions incroyablement difficiles à prendre, compliquées, refusées d'ailleurs par le Congrès pour les premières mesures qu'ils ont proposées. Donc c'est difficile absolument partout. C'est pas si mal que les Européens, qui ont des institutions européennes, mais qui ont 17 démocraties pour la zone euro, 17 démocraties politiques, qui doivent fonctionner comme des démocraties politiques exemplaires, parce que c'est la constitution de chaque pays, parce que c'est la loi, et qui l'ont fait finalement, et qui ont beaucoup plus avancé dans la crise qu'on aurait pu le soupçonner au départ. Donc je crois qu'il faut voir les choses des deux côtés. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Europe, c'est évident, mais nous avons quand même, avec un système de décision qui demeure extrêmement complexe, pu avancer dans la crise de manière quand même assez remarquable. Alors, vous avez vécu l'Europe avant la crise, puis l'Europe après la crise. Est-ce qu'avec le recul, vous pensez que, globalement, on est allé dans le bon sens ? Est-ce qu'il y a plus d'Europe au moment où vous quittiez la BCE qu'il y en a eu au moment où vous arriviez à la BCE ? Est-ce que vous avez senti que finalement l'idée européenne, la construction européenne, au-delà du discours politique, au-delà de la perception que peuvent en avoir les Européens, c'était vraiment construite au quotidien ? Je dois dire qu'avant la crise, il y avait en Europe, comme dans les autres pays avancés, une sorte de négligence. On ne regardait pas les chiffres, on ne regardait pas ce qui se passait sur le plan des finances publiques dans un certain nombre de pays, on ne regardait pas ce qui se passait sur le plan de la compétitivité dans un certain nombre de pays. Et tant que la crise n'était pas là, finalement, tout le monde se reposait tranquillement. Et chacun faisait sa petite tambouille, oui, tambouille, pays par non, pays. Je ne crois pas qu'on puisse dire tambouille, mais chacun, en tout cas, poursuivait sa ligne. Alors même, je dois dire qu'un certain nombre de voix disaient « Attention », par exemple, la Banque Centrale Européenne disant « Attention, nous avons une monnaie unique, nous n'avons pas de fédération politique, nous n'avons pas d'États-Unis d'Europe, donc il nous faut absolument avoir un cadre budgétaire ordonné. » Avant la crise, c'était considéré comme étant des propos en l'air, on l'a dit il y a un instant, et même les plus grands pays d'Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, disaient « On n'applique pas le pacte de stabilité et de croissance ». Bon, évidemment, plus personne ne dit ça aujourd'hui, parce qu'on a vu, en effet, le prix à payer pour être négligent dans ce domaine. Et dans d'autres domaines, il n'y a pas que le pacte de stabilité et de croissance qui soit indispensable pour les Européens de la zone euro. Alors, ça, c'est tout à fait vrai. L'Europe s'est construite quand même sur une grande idée. Jean-Claude Trichet, c'était l'idée qu'il fallait faire la paix entre les peuples européens. Et de ce côté-là, la réalité a montré que l'Europe a bien joué son rôle. Mais vous dites aujourd'hui, tout le monde a pris conscience. Mais est-ce que cette prise de conscience, elle ne peut pas finalement arriver et aboutir à quelque chose qui est une guerre entre les économies? Alors certes, on a évité la guerre entre les peuples, mais le fait de ne pas avoir de politique économique harmonisée, d'avoir une fédération européenne, est-ce qu'on ne va pas finalement assister à un nouveau type de guerre qui sera la guerre entre les économies, avec son cortège de victimes aussi, les chômeurs, les retraités, les peuples européens qui sont face à des extrémistes politiques? C'est aussi un autre type de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas urgence justement dans l'idée d'une fédération plus intégrée? Oui, bien sûr. Il faut une fédération plus intégrée. Je suis moi-même très fervent partisan d'aller plus loin, d'aller nettement plus loin, ce qui suppose d'ailleurs un changement de traité. Mais il faut être réaliste. Est-ce possible immédiatement? C'est avoir, en tout cas, il faut avoir une vision de moyen terme, de moyen long terme. Et je suis personnellement convaincu qu'il nous faut aller nettement plus loin. Ceci dit, quoi que vous fassiez, et même si vous avez une fédération politique beaucoup plus avancée, vous aurez une compétition entre les différentes économies, parce que c'est comme ça que fonctionne l'économie de marché. Il y a compétition en France entre différents départements. Comme vous le savez, certaines voitures sont immatriculées dans un département parce que les taxes y sont moins chères. Aux États-Unis, il y a une vraie compétition entre les États américains, une vraie compétition, à qui sera le plus compétitif.
Et bien entendu, en Europe, même avec une Europe beaucoup plus intégrée, il y aura toujours une compétition qui est d'ailleurs la sagesse, parce que normalement, ça doit être une compétition pour le plus d'emplois possible. Et donc, ça doit pousser à avoir croissance et création d'emplois. Vraie compétition aux États-Unis, mais vraie solidarité aussi du peuple américain. Oui, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la solidarité des peuples européens, un jour, peut devenir comme celle que les Américains ont entre les différents États? Je ne crois pas que nous imiterons les États-Unis d'Amérique du Nord. Je crois que nous avons un enracinement historique dans les différentes nations européennes qui est différent. Et donc nous aurons, à mon avis, dans une perspective de long terme, encore une fois, certainement quelque chose de beaucoup plus souple et qui respectera le fameux principe de subsidiarité, c'est-à-dire la nature même des différentes nations composantes. Mais nous le ministre européen, plus loin. Par exemple, de l'économie que vous souhaitiez, vous pensez qu'il arrivera un jour? Je suis convaincu qu'il arrivera. Et qu'il sera plus efficace que le ministre des Affaires étrangères que l'on connaît aujourd'hui. Je parle de la zone euro. Je parle de la zone euro qui est une zone très intégrée. On vient de voir en effet combien nous étions interdépendants dans la zone euro. Un seul pays, 2 pays, 3 petits pays qui ne représentent à eux 3 que 6%, 6,5% du produit intérieur brut de la zone euro peuvent en effet créer un réel problème pour l'ensemble. Donc nous sommes très interdépendants. Cela suppose une surveillance. Et donc le ministre des Finances de la zone euro et le ministère des Finances de la zone euro devraient avoir des responsabilités étendues en matière de surveillance des politiques économiques, pas simplement de la politique budgétaire. Alors à tous les deux, je voudrais justement, puisqu'on a souvent posé la question de savoir si la Grèce devait rester ou non dans la zone euro ou dans l'Union européenne, nous avons posé avec notre institut de sondage Opinionway la question suivante: est-ce que la France pourrait se passer de l'Union européenne? Et je pense que le résultat du sondage devrait vous satisfaire parce que à aux 3/4 pratiquement, les Français disent non. Donc en fait, les Français continuent, Mathias, à penser que la France a vraiment besoin de l'Europe. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que les deux populations qui sont les plus européennes, ce sont les jeunes, les 25-34 ans, qui sont au-delà de 82-83% à souhaiter cette union, et puis les personnes qui ont plus de 60 ans. Et je vois que vous regardiez avec un certain sourire, parce que lorsque nous avons préparé l'émission, vous disiez, au fond, lorsqu'on pose la question aux Européens, ou à tous les peuples européens, est-ce qu'ils veulent plus d'Europe, ils disent non, mais ils disent non aussi de la même manière pour les gouvernements nationaux. Donc là, on a quand même une preuve que finalement, les Européens veulent l'Europe. La seule question, c'est quelle Europe veulent-ils? Non, d'abord, c'est remarquable qu'ils soient conscients, à ce niveau finalement de confirmation, du fait que l'Europe nous a apporté stabilité, paix, comme vous l'avez dit vous-même, et la prospérité manifeste par rapport à l'Europe du centre et de l'Est. Oui, donc un succès remarquable, 2/3 de siècle sans guerre, la paix et la guerre devient impensable, totalement impensable, et finalement la réunification de l'ensemble de l'Europe, qui était un rêve totalement inaccessible au départ. Donc succès remarquable, et moi j'interprète évidemment ce résultat comme correspondant à mon intuition, parce que c'est ce qu'on a lorsqu'on creuse et qu'on essaie de comprendre comment nos concitoyens raisonnent et comment les autres Européens raisonnent d'ailleurs. Mais ça veut dire effectivement qu'ils attendent beaucoup de l'Europe en même temps. Et donc ça oblige les dirigeants. L'Europe a une devise, je ne suis pas certain que d'ailleurs les téléspectateurs la connaissent, c'est « unis dans la diversité ». On parle beaucoup de la crise économique, mais finalement cette diversité entre les différents peuples européens, on est un espace dans lequel il y a plusieurs langues qui se parlent, dans lequel il y a des cultures très différentes qui coexistent. Est-ce que vous pensez qu'après la crise, puisque c'est la question que l'on se pose, c'est quelle Europe après la crise, est-ce que vous pensez que les diversités européennes sont toujours le bon terreau pour construire l'Europe du XXIe siècle? Ou est-ce qu'au contraire elles vont devenir des problèmes qu'il faudra de nouveau surmonter? Je crois que, d'abord, la diversité est effectivement une richesse. Et par rapport aux États-Unis, on faisait la différence avec les États-Unis d'Amérique du Nord en disant qu'ils peuvent être très différents, finalement, en union politique, parce qu'ils n'ont pas l'enracinement historique des nations européennes. Ils n'ont pas l'enracinement culturel, évidemment, des nations européennes. Et donc, la richesse culturelle de l'Europe, la richesse en termes de diversité, d'enracinement culturel dans chaque pays, est un très très grand avantage que nous avons, avec aussi tous les éléments, si vous voulez, de fertilisation croisée.
Mais qui c'est sont facile associés. d'être unis à 6, unis à 27, ça reste facile? L'Europe, c'est l'Europe. Et on le disait, le fait que nous soyons 27 est simplement le fruit d'un succès historique absolument remarquable. Alors ce qu'il faut, en effet, c'est approfondir. En fait, vous vous souvenez du débat approfondissement, élargissement, est-ce qu'il faut approfondir avant d'élargir ou l'inverse? En réalité, l'histoire a décidé pour nous. L'histoire s'est accélérée. On a toujours tendance, d'ailleurs, me semble-t-il, à sous-estimer la rapidité de la marche de l'histoire dans la période présente. Moi j'ai négocié avec M. Gorbatchev le rééchelonnement de la dette de l'Union soviétique au Kremlin. Il n'y a pas longtemps, il y a à peine 20 il y a pas ans, longtemps enfin, un peu du plus de tout. 20 ans. Et voilà, c'était encore la situation de l'Europe et la situation aussi du monde à l'époque. Donc les choses vont très très vite. Quand on a négocié le traité de Maastricht, effectivement, nous n'imaginions pas que nous pouvions être 27. L'histoire s'est accélérée. Elle va continuer, à mon avis, de s'accélérer. Et je l'espère bien, en approfondissant maintenant qu'on a élargi, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a élargi suffisamment? Vous savez qu'il y a des pays qui vont encore nous rejoindre, et je vois mal comment on pourrait le dire à ceux qui désirent entrer et qui satisfont aux critères économiques et politiques que nous avons pour rejoindre l'Union européenne. Je vois mal comment on pourrait leur dire non. Ça fait souvent plaisir aux entrants, un peu moins à ceux qui sont déjà là. L'entrée dans la zone euro, c'est autre chose. Et l'expérience, là, nous montre combien il faut être attentif, évidemment, aux critères d'entrée. Et là, la leçon est dure, hein. Donc, très attentif aux critères d'entrée. Et je dois dire, prendre ça très, très sérieusement. C'est une décision qui est évidemment politique, mais aussi économique, monétaire et financière. Et finalement, si on est négligent en matière économique, monétaire et financière, on le paye très cher politiquement. Donc il faut être très très attentif. Et les Grecs avaient leur place au moment où une fois on les qu'on a est à l'intérieur, intégrés. il faut évidemment continuer de respecter les règles. Ça aussi, c'est essentiel. C'est la leçon de la crise. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faut être évidemment vigilant à l'entrée, mais qu'il faudrait imaginer un système de sortie? Non. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas ce qui est dans le traité, ce n'est pas ce qui est prévu dans le traité. Je crois qu'on s'engage. On s'engage quand on est un pays qui entre, bien sûr, et de manière très profonde, et pour longtemps. Je suis vraiment très content, si je puis dire, que votre sondage montre à quel point nos concitoyens attendent beaucoup de l'Europe. Et en même temps, bien sûr, les autres s'engagent aussi. Les autres s'engagent à surveiller les pairs. Et parce que si on est négligent dans la surveillance, c'est ça le pacte de stabilité et de croissance, c'est ça... Ça n'avait pas été fait pour la Grèce, par exemple. Ça n'était fait pour personne. C'est ça le problème. Et les grands pays eux-mêmes, si vous voulez, en 2003-2004, ne percevant absolument pas les risques qui pouvaient être pris. À l'époque, je dois dire, je ne veux pas parler à leur décharge, parce que c'est difficilement pardonnable, ex post. Mais c'est vrai que le monde entier vivait dans la croyance naïve qu'il ne pouvait pas y avoir de crise des pays avancés. Ni de crise financière, et on a vu combien c'était erroné de penser cela, ni de crise budgétaire, de crise des signatures des pays avancés. Puisque vous avez évoqué le sondage, je voudrais vous montrer le deuxième volet de ce sondage que nous avons donc fait réaliser par l'Institut Opinionway. On demande aux gens, à l'avenir, est-ce que vous souhaitez que l'Union européenne évolue vers une puissance politique et économique plus intégrée, c'est ce qu'ils disent, à pratiquement 50%, 49%, vers une union strictement économique et monétaire, 26%, vers une simple zone de libre-échange, 25%. Au fond, Mathias, on retrouve à peu près les grandes données du sondage précédent. Oui, mais avec une différence qui n'est pas montrée dans ces résultats globaux, c'est que la demande d'intégration d'une grande puissance économique et monétaire, c'est un Français sur 3 de 18 à 24 ans, c'est 2 Français sur 3 lorsqu'on passe 55 ans. Et c'est une courbe linéaire qui grimpe avec l'âge. Ce qui me fait vous poser une question, c'est qu'il y a aujourd'hui 75 millions de jeunes Européens qui ont entre 15 et 24 ans. Et globalement, un peu moins d'1 sur 5 n'a pas de travail. Vous qui avez été au cœur du système économique de l'Europe, est-ce qu'il y a une ou deux raisons pour eux d'espérer sur les 20 prochaines années? Encore une fois, je crois que la leçon de la crise est là. Et aussi l'exemple. Il y a des pays dans lesquels le chômage des jeunes est le même que le chômage des adultes. Et des pays dans lesquels le chômage des jeunes égale 2 fois ou 2 fois et demi, et parfois même encore plus, le chômage des adultes. Donc il y a donc des méthodes pour faire en sorte que le chômage des jeunes ne soit pas
horriblement discriminés par rapport au chômage des adultes. Et puis, il y a aussi des méthodes, à vrai dire, pour avoir nettement moins de chômage. La clé est évidemment la compétitivité de l'économie, parce que nous sommes dans des économies ouvertes. Ce sont les économies ouvertes qui ont gagné contre les économies centralisées, clairement. Et dans ces économies ouvertes, la clé, c'est de séduire le consommateur. Parce que le consommateur, très curieusement, achète le meilleur rapport qualité-prix. Et lui retirer cette liberté-là, je ne vois pas qui peut le faire aujourd'hui. Donc il faut avoir la capacité de séduire ses propres consommateurs, d'abord sur son propre marché, et puis les consommateurs européens, et puis les consommateurs du monde entier. Mais c'est la même chose. Mais là, si vous séduisez les uns, vous séduisez aussi les autres. Très clairement, et vous gagnez des parts de marché. Les Français ne sont pas les mieux placés sur la compétitivité aujourd'hui. Écoutez, c'est une question de lucidité stratégique. Je me permets de vous rappeler, quand on a commencé l'euro, nous avions un excédent de la balance des paiements courants et l'Allemagne avait un déficit de la balance des paiements courants. L'Allemagne avait un très très fort chômage et qui avait tendance à augmenter. Nous avions un chômage qui avait tendance à diminuer. Donc, lorsque on s'y prend bien, il n'y a pas de fatalité. Et il n'y avait certainement aucune fatalité pour nous. La preuve, d'ailleurs, c'est que c'était notre propre position. Donc, je crois que on peut dire, on doit pouvoir dire aux jeunes Européens, aux 75 millions que vous disiez, nous avons vu la crise, nous avons vu cette espèce de passage au rayon X de notre économie européenne et des diverses économies européennes. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour créer de l'emploi. Mais je vais vous étonner énormément, parce que nous avons tous en tête que le résultat de création d'emplois est très mauvais pour l'Europe par rapport aux États-Unis. Or, j'ai refait les calculs. Depuis la création de l'euro, 1er janvier 1999, nous avons créé plus de 4,5 millions de plus d'emplois qu'aux États-Unis. Ce n'est pas du tout ce que nous avons en tête. Alors, naturellement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois détruits en ce moment. Oui, mais au total, en net, en solde net, nous sommes. Ça veut simplement dire que nous ne sommes pas bons ni aux États-Unis ni en Europe. Hein, ça n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de problème en Europe. Il y a des problèmes monumentaux en Europe, dans certains pays, moins dans d'autres. Hein, n'oublions pas qu'il y a un pays que nous connaissons bien, qui est juste de l'autre côté du Rhin, et dans lequel le chômage... Oui, j'ai vécu pendant 8 ans. Le chômage est inférieur de moitié à celui que nous avons. Jean-Claude Trichet, vous savez que dans une économie, certes, il faut séduire les consommateurs, mais il faut aussi que les consommateurs ils aient confiance dans l'avenir pour consommer, parce que sinon, ils épargnent. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, lorsque on voit l'attitude des Français face à la crise, on sent bien qu'il y a vraiment un déficit de confiance. On voit en même temps qu'ils mettent beaucoup de leur avenir, de leur confiance dans l'avenir, dans l'Union européenne. Est-ce que, au fond, il n'y a pas un choc de confiance européen à créer? Est-ce qu'il n'y a pas, à un moment donné, dans cette crise, est-ce que ce n'est pas le moment, aujourd'hui, de prendre des décisions qui vont peut-être beaucoup plus loin, beaucoup plus vite? Vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas, on n'est pas mieux. Mais est-ce qu'en fait, au fond, vous n'appelez pas de vos voeux quelque chose qui se passe tout de suite? C'est ce que je souhaiterais, évidemment. C'est ce que je souhaiterais personnellement, en tant que citoyen. Puisque maintenant vous êtes écouté par les élus. Mais je dirais aussi, si vous voulez, il faut être réaliste. Nous venons de prendre beaucoup de décisions. Nous faisons l'union bancaire en ce moment. Nous avons renforcé formidablement le pacte de stabilité et de croissance. Nous avons créé une surveillance pour les indicateurs de compétitivité et les déficits excessifs, les déséquilibres excessifs. Nous avons un mécanisme de stabilisation européen. Tout ça, ce sont des décisions toutes récentes, toutes nouvelles, qu'il faut mettre en œuvre de manière extrêmement déterminée. Je reviens sur la question de la confiance. Ce problème se pose dans tous les pays avancés. Tous les pays avancés ont un problème de confiance. Aux États-Unis, on ne parle que de ça. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce que les ménages ont confiance? Est-ce que les entreprises ont confiance? Au Japon, on ne parle que de ça. En Angleterre aussi, dans les différents pays européens. Donc, je crois que c'est effectivement un problème de fond, mais un problème qui est autant mondial qu'européen. Les pays avancés se sont retrouvés dans la situation où était l'Amérique latine dans les années 80 et dans la situation où certains pays d'Asie se sont trouvés à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on leur demande de se gérer mieux. On demande aux Américains de se gérer mieux, à nous de nous gérer beaucoup mieux et aux Japonais de se gérer mieux. C'est une période qui est toujours une période un peu difficile. On ne peut pas
se gérer mieux sans qu'à un moment ou à un autre, cela crée ici ou là des problèmes. La sortie du tunnel, vous la voyez quand à peu près? Et nous sommes en train de sortir du tunnel, si vous voulez. Sortir de la crise? Mais moi, je n'utilise pas ce vocabulaire-là. Je dis que nous sommes dans une période d'adaptation générale de nos économies, et singulièrement évidemment pour notre pays. C'est une période d'adaptation. Il ne faut pas croire qu'on est en crise et puis un beau jour on dit « hop, ça y est, il n'y a plus de crise, tout est terminé ». Non, c'est une période d'adaptation. Simplement, il y a un moment où le chômage se remet à diminuer, il y a un moment où le chômage des jeunes diminue plus que le chômage des adultes, il y a un moment où les investisseurs sont plus confiants et investissent. Et donc, on est dans un univers différent. Mais il faudra s'adapter. Pourquoi? Parce que la Chine, elle ne va pas nous attendre et dire « je m'arrête » pour que la crise soit finie en Europe. L'Inde ne va pas s'arrêter, l'Indonésie ne va pas s'arrêter, le Brésil, le Mexique. Les progrès qu'ils ont, moi je les ai tous connus, enfin en tout cas pour le Brésil et le Mexique, et l'Indonésie, je les ai connus dans une situation absolument tragique. Ce sont maintenant les pays les plus résilients, les plus solides, et ils croissent très vite. Donc ils nous imposent des changements. Et la technologie nous impose des changements. Il y a une toute petite question. On sait que pour créer cette confiance, pour créer l'Europe de demain, il faut aussi qu'il y ait des entrepreneurs, parce que les entrepreneurs tirent l'économie. Ce sont ceux qui vont créer les entreprises qui créeront les emplois de demain. Au fond, franchement, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, pour le coup, l'Europe a un avantage compétitif dans son niveau d'accueil des entrepreneurs, globalement? Est-ce que l'Europe est accueillante pour les entrepreneurs? Non, je crois que l'un des problèmes européens, c'est qu'elle est moins bonne, nettement moins bonne que les Américains, et que beaucoup d'autres pays émergents, naturellement, mais que certainement les États-Unis d'Amérique du Nord, dans l'innovation, la créativité, le couplage de la science et de la technologie sur l'industrie, le passage de l'université à l'entreprise, et bien entendu aussi dans les entreprises. Il suffit de regarder, d'ailleurs, les grandes entreprises américaines ont été créées il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Les grandes entreprises européennes, généralement, ont été créées il y a beaucoup plus longtemps. Donc nous n'avons pas le dynamisme entrepreneurial qu'il faudrait. C'est vrai que c'est comme ça qu'on crée de la croissance et de la création d'emplois. Et donc il y a un énorme effort à faire. La lucidité européenne ne peut pas être mise en cause, puisque c'est ce qui est dit dans le fameux programme de Lisbonne sur les réformes structurelles des Européens. C'est ce qui est dit et ce qui est répété dans le programme dit 2020, qui est le programme de réformes structurelles pour la décennie actuelle. Clairement, il faut aller beaucoup plus vite, c'est un fait. Et il faut être beaucoup plus conscient du fait que le couplage de la technologie et de l'entreprise, c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Mathias Léridon, je vais vous remercier pour ce constat. Je crois qu'on a bien fait le tour. Vous avez donc laissé la place à Laurent Bigorgne pour qu'on puisse voir justement les solutions. Comment sortir de la crise? Tout d'abord, ce sujet d'Anaïs Goubatian. L'Union européenne traverse aujourd'hui la crise la plus grave depuis sa création. Les sommets européens se succèdent mais rien n'y fait. Certains pays entrent en récession. La zone euro et sa monnaie sont menacées. Cette crise-là baigne dangereusement dans une crise économique européenne où, nous le savons, à part quelques exceptions, et encore ne sont-elles pas absolument mirifiques, il n'y a plus de croissance. Autrement dit, le chômage est important et crise économique égale crise sociale égale danger de crise politique, et notamment on voit les extrêmes frapper à la porte dans plusieurs pays et la France n'a pas à donner de leçons dans ce domaine, puisque en matière d'extrême droite, nous sommes pas mal nantis aussi, hélas. Entre États riches du Nord et États du Sud surendettés, la crise vire à la foire d'empoigne et provoque de violents désordres sociaux, comme en Grèce, pays soumis à une douloureuse cure d'austérité, et ce n'est pas le seul. L'Europe souffre aujourd'hui de la concurrence des pays émergents. La Chine, l'Inde ou encore le Brésil lui font de l'ombre. Politiquement, l'Europe doit avoir un projet, puisque fondamentalement, on ne peut sortir de cette crise que par plus d'intégration. Mais plus d'intégration, ça veut dire un projet politique et puis des systèmes démocratiques, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un déficit démocratique qui est béant. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de leadership de l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, elle est le grand perdant de la mondialisation et de sa crise. À bientôt 28 avec la Croatie, les pays membres vont devoir choisir entre plus de fédéralisme ou une survie incertaine de l'Union européenne dans sa forme actuelle. Après Mathias, donc Laurent Bigorgne, bonsoir. Bonsoir.
Avant de parler de l'avenir, il faut quand même juste avoir un petit coup d'œil dans le rétroviseur, voir ce qui s'est passé en 2007, début de la crise, Vous qu'on l'avez évoquait au rappelé, tout début. une crise en 3 grandes étapes. Et puis en cette fin d'année, et vous avez cité plusieurs véritables décisions qui changent tout d'une certaine façon, que ce soit l'union bancaire, le renforcement du pacte de stabilité et de croissance, la surveillance renforcée sur les États européens et leurs grands équilibres macroéconomiques, nos mécanismes d'équilibre. Est-ce que vous avez le sentiment, on l'a vu dans la presse française ces dernières heures, surtout après le sommet de Bruxelles, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une petite lueur d'optimisme désormais, ou en tout cas le retour vers davantage de stabilité, de sérénité, après cette crise qui nous occupe tous depuis 5 ans? Je crois que oui. Je crois que le jugement, le diagnostic porté sur les raisons pour lesquelles on s'était retrouvé dans cette situation difficile a été fait de manière systématique. Et beaucoup d'orientations nouvelles ont été retenues. Elles ont été difficiles à prendre politiquement parce que on disait il y a un déficit démocratique en Europe. On peut retourner complètement les choses et dire toute décision en Europe doit être prise par 17 démocraties politiques exemplaires, toutes exemplaires, pas simplement au niveau des institutions européennes elles-mêmes. Donc ça fait beaucoup de réflexions démocratiques. Ça fait 18 centres de décision, si je puis dire, qui sont tous démocratiques. Si on parle de la zone euro. Si on parle de la zone euro, bien sûr. Donc, je crois qu'en effet, il y a de bonnes raisons de penser que les choses, maintenant, ayant été correctement diagnostiquées, vont dans le bon sens. J'ajoute que l'ajustement des pays qui étaient en grand déficit externe, notamment, ou en grand déséquilibre interne, se fait beaucoup mieux qu'on ne le pensait jusqu'à une période très récente, parce que ce travail se fait dans la crise, et malheureusement pas avant la crise, mais depuis la crise. Mais lorsqu'on regarde les déficits externes, par exemple, de toutes sortes de pays qui étaient et qui sont considérés par les marchés comme posant des problèmes, si je prends par exemple l'exemple de l'Espagne, ils étaient en déficit externe d'à peu près 10% du produit intérieur brut en, mettons, 2008, quelque chose comme ça. Maintenant, sur les 12 derniers mois, ils sont probablement à moins de 2%. Peut-être 1,7, 1,8 en proportion du produit intérieur brut. La France n'en est pas grande. Donc une division par plus de 5. Alors ça c'est quelque chose qui montre, si vous voulez, qu'un travail d'ajustement se fait. La remise à niveau de la compétitivité et de ces économies se fait aussi, on le voit dans les coûts unitaires de production. Donc nous avons un vrai travail et il est normal que le reste du monde, vu d'Asie, vu des États-Unis, vu de l'ensemble du reste du monde, on voit que les Européens ne restent pas bras ballants, les deux pieds dans le même sabot. Ils font des tas de choses en réalité, et dans l'économie réelle, et dans leurs propres institutions. Alors vous êtes venu avec vos graphiques, comme d'habitude, que vous avez envie de commenter, et on a besoin de comprendre. Alors justement, on va revenir sur un des grands indicateurs, vous en avez cité plusieurs, qui est celui de la dépense publique. On voit que dans la zone euro, en gros, le rapport de dépenses publiques dans le PIB est de 50%, 49,5%, avec une vraie singularité française qui s'inscrit en rose au milieu de la carte, ou en rouge, qui est ce niveau qui reste très élevé. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que la France, d'une certaine façon, a une certaine forme de résilience au niveau de dépenses publiques, déficit extérieur qui reste très élevé, moins d'efforts peut-être qu'en Espagne ou en Italie. Vous avez le sentiment que cette carte est inquiétante, qu'elle reste inquiétante? Je crois que là, vous insistez sur un critère qui est le critère dans lequel, effectivement, la France n'est pas bonne. Et c'est très curieux, quand je discute avec beaucoup d'experts, ils disent oui, mais la France est comme ça, elle a toujours été comme ça, c'est dans son chromosome. Et c'est pas trop centralisé. Et c'est pas, centralisé, fonctionnaire. Bon. Mais c'est pas vrai du tout. Oui, ça n'a pas toujours été le cas. C'est pas vrai du tout. Avant le premier choc pétrolier, la dépense publique en proportion du produit intérieur brut, au sens de Maastricht, était inférieure en France à ce qu'elle était à l'époque, donc en 1973, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre, donc dans des pays comparables. Donc on voit que c'est pas le cas. Et on a par ailleurs des exemples. L'exemple de la Suède, qui était un pays qui était encore beaucoup plus loin que nous dans la dépense publique en proportion du PIB, largement au-delà de 60%, et qui est redescendu de manière absolument exemplaire pour le mieux de son économie, le mieux de sa croissance, le mieux de son emploi,
Et donc... Là, il n'y a que le Danemark pour nous oui, doubler. le Danemark... Mais pour des raisons un peu différentes. Oui, mais enfin, c'est vrai que le Danemark est à notre niveau, disons même un peu plus. Enfin, quand même, au sein de la zone euro, nous sommes celui qui dépense le plus en proportion du PIB. Au sein de la zone euro. Avec une tendance... Et au sein de l'ensemble de l'Europe à 27, il y a le Danemark et nous. Et nous sommes les deux champions. Si ça suffisait pour avoir croissance et création d'emplois, alors nous serions le champion de la croissance et de la création d'emplois. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc manifestement, nous sommes allés au-delà de ce qui est optimal. Et c'est ce que les Suédois ont reconnu. C'est à vrai dire ce que tous les Scandinaves, sauf le Danemark, ont reconnu et ils s'en trouvent bien. Donc je crois que nous avons là, comme d'ailleurs cela est évident et a été décidé, le problème c'est de mettre en œuvre effectivement. Et vous avez le sentiment qu'on en prend le chemin, que cette prise de conscience passe dans les faits et sans faire de si politique, voulez, parce qu'on la sait très bien que c'est une recommandation question de tous les qui court banquiers depuis 30 ans. centraux serait toujours diminuer la dépense publique le plus possible et ensuite effectivement assurez-vous que votre déficit public respecte strictement les règles. Et l'actuel gouvernement français est dans le bon chemin, selon vous ? L'actuel gouvernement français a fait des efforts considérables pour être dans le droit chemin, si je puis dire, en matière de déficit public en pourcentage du produit intérieur brut, avec les 3%, ce qui était l'engagement qui avait été pris par notre pays. Et qu'on ne tiendra pas. J'aurais, et je crois que l'ensemble des banquiers centraux du monde, mon collègue Christian Noyer, nous tous, nous aurions dit, faites plus sur la réduction de la dépense publique, et cela vous permettrait d'avoir les mêmes objectifs, peut-être en faisant un peu moins sur la taxation supplémentaire. Mais enfin, là, on discute d'une optimisation au sein d'une confirmation d'un engagement qui me paraît absolument nécessaire. Mais il est tenable, cet objectif des 3%. Je crois que faire le reproche, par exemple, au gouvernement britannique d'être beaucoup trop ardent dans la réduction des déficits, ou au gouvernement français d'être beaucoup trop ardent dans la réduction des déficits, est une critique totalement infondée. Et on y arrivera aux 3% l'année prochaine ? On va voir. Ça dépendra de la croissance. On va voir. Revenons peut-être au sommet de Bruxelles, puisqu'on a vu une alliance entre, au fond, les Italiens et les Français pour porter l'idée qu'il fallait essayer de dégager les investissements publics productifs du compute de la charge globale de dépenses publiques. Que pensez-vous de cette idée qui est quand même assez récurrente dans le débat public en France et dans certains autres pays européens ? Franchement, je ne le vois pas très récurrent. Et si vous vous engagez dans cette voie, alors effectivement, vous aurez toutes sortes de dépenses qui seront éligibles à n'être pas comptabilisées au sens de Maastricht. On avait beaucoup réfléchi là-dessus au moment de la création des règles. Bien sûr. Et certains disaient, de toute manière, mettez de côté tout ce qui est investissement, parce que l'investissement doit pouvoir être financé, quelle que soit son ampleur, quelle que soit son importance, par l'emprunt. Ce sont les dépenses récurrentes qui doivent être financées par l'impôt. Mais on s'est très très vite rendu compte que tout pouvait être qualifié d'investissement, parce que les dépenses d'éducation, de formation peuvent être qualifiées d'investissement, les dépenses militaires, on peut les qualifier d'investissement. On peut, bref, se retrouver noyé dans des dépenses. Donc la règle des 3% qui a été inventée en France, je me permets de vous rappeler que c'est les Français qui ont inventé la règle des 3% en 82-83, comme une règle de bon sens. Mais on est en général toujours très bon pour parler aux autres, hein, non, parce qu'on se l'appliquait à nous-mêmes, et ce n'était pas pour des raisons européennes du tout, c'était parce que la thèse était, et elle a d'ailleurs été multipartisane, on ne peut pas, comment dirais-je, demander à nos enfants et à nos petits-enfants de financer nos dépenses d'aujourd'hui au-delà du raisonnable. Et c'était donc une sorte de règle de bon sens qui a été appliquée pendant très longtemps, Laurent, et sans l'aide de l'Europe. Deuxième partie du graphique que vous avez amené. Alors, on essaye, on vient de parler de la dépense publique et puis de tous les problèmes qu'elle pouvait avoir pour l'avenir, surtout si on accepte une définition un peu floue de ce qui est possible ou pas. J'aimerais en tendance qu'on se projette dans le futur, d'ici à 2030, avec les perspectives économiques de l'OCDE, et qu'on voit au fond comment la zone euro, par rapport à ses compétiteurs, va se comporter dans l'avenir. Donc on voit aujourd'hui, c'est 17% de l'économie mondiale. Et si on regarde à 2030, on assiste malgré tout à un mouvement de rétractation qui est assez fort, de l'ordre d'un tiers, au profit bien sûr de l'Asie principalement, de l'Inde et surtout de la Chine. Est-ce que vous avez le sentiment que tout cela est dans l'ordre d'un rééquilibrage au fond assez normal, après plusieurs siècles de domination européenne ?
ou que c'est au contraire un vrai risque de déclin des Européens dans la part de l'économie mondiale? Je disais tout à l'heure que nous avions en Europe à gérer un succès prodigieux. 66 ans, 67 ans de stabilité, de paix, oui. de prospérité suffisante pour unifier l'ensemble des Européens sur notre propre concept stratégique, économique et politique. Et donc c'est absolument remarquable. Ce à quoi nous assistons, c'est le même succès au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, des idées que nous avions, nous, pays européens, avec les États-Unis, vainqueurs, si je puis dire, entre guillemets, de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avions dit il faut que les pays en développement, à l'époque, on ne disait pas pays émergents, on disait pays en développement, pays du tiers-monde, nous rattrapent. Alors ça a pris du temps. Mais après, ils nous rattrapés vite. Non, ils sont encore très loin de nous avoir rattrapés. C'est pour ça que ces camemberts que vous nous avez présentés sont évidemment extrêmement impressionnants, mais ils vont continuer. Mais imaginez qu'en 2030, comme on l'a vu avec Laurent, on le revoit là, 2030, seulement 12% du poids est européen. Oui. Et alors, le rapport est en parité de pouvoir d'achat, donc ça donne effectivement Chine plus Inde, à peu près 3 fois l'Europe. Chine plus Inde. Bon, ça en dit long sur ce que j'appelais être la période d'adaptation. Toute cette période est une période d'adaptation. Et il va y avoir un besoin d'adaptation continu pendant toute cette période. J'aimerais qu'on s'arrête. Alors je crois, mais si vous le permettez, un mot simplement pour vous dire, effectivement, si nous-mêmes nous nous arrêtons, si nous disons décidément, très bien, on a un grand succès avec la Chine et l'Inde, et l'Indonésie, et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, et l'ensemble de l'Amérique latine, et l'Afrique, qui maintenant croît beaucoup plus vite qu'avant, et donc qui est un succès, qu'il faut mettre au compte des succès, aussi bien en résilience qu'en croissance. Et donc, je crois que c'est un aiguillon supplémentaire pour nous, parce qu'effectivement, nous devons absolument continuer à maintenir une existence forte sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan de la science et de la technologie. Nous ne pouvons que nous spécialiser dans ce qui est à très haute valeur. À très haute valeur dans le nouveau monde. C'est une des questions que j'ai envie de poser un peu à l'homme d'État européen. On a beaucoup parlé d'économie. Ce qui est frappant, c'est que les Européens se voient toujours moins bien qu'ils ne le sont. C'est-à-dire que vu d'Asie, par exemple, quand on lit la presse asiatique de langue anglaise, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'admiration malgré tout pour ce qui se fait en Europe, la réconciliation que nous avons su mener sur le continent, la protection sociale. Et puis l'Europe est vue comme une valeur sûre par les investisseurs, en tout cas par la plupart d'entre eux. Il y a un problème aujourd'hui, et vous ne l'avez pas cité, c'est que nous ne sommes pas une force politique et nous ne sommes pas une force militaire. Et j'aimerais poser la question à l'homme d'État que vous êtes. Vous avez présidé une des très grandes institutions européennes et mondiales. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on prête trop peu d'importance à cette question politico-militaire, alors qu'on prête énormément d'importance, et c'est vrai que c'est l'urgence, à la question économique? Je crois d'abord que dans les deux directions où l'on peut aller, disons la direction diplomatico-militaire, géostratégique, disons, et la direction économique. Dans les deux cas, le problème de l'union politique, ou de plus d'union politique, se pose. Ce n'est pas parce que vous avez remarqué que les Français ne sont pas totalement enthousiastes pour approfondir l'Europe puissance. Ils sont un tout petit peu moins de la moitié, si j'ai bien compris le sondage. Et ça correspond encore plus, si je puis dire, à ce que ressentent probablement d'autres pays. Les pays petits et moyens n'ont pas cette idée, si vous voulez, que l'Europe devrait être une puissance. Notre grand voisin, lui aussi, est, pour de bonnes raisons, je dois dire, très hésitant dans ce domaine. La Chine cherche à devenir. Donc, je crois que ce n'est pas tellement étonnant, si vous voulez, que la projection de la puissance européenne sur le plan diplomatico-militaire ne soit pas dans les cartes aujourd'hui. En fait, il y a quelques pays qui ont une tradition et qui ont des intérêts mondiaux qu'ils veulent défendre, peuvent défendre, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, je ne suis pas tellement étonné, si vous voulez, qu'on ait un peu d'hésitation. Et il faut qu'on se résigne justement à ce déclin-là, ou cette perte de puissance, d'hégémonie. Ce ne serait pas un déclin, parce que ce ne serait pas un déclin, en tout cas, du continent en tant que tel. Enfin, si on se rapporte à ce qu'on était au XVIIIe ou au XIXe siècle. L'Angleterre, la France. Jusqu'au milieu du XXe. L'Angleterre, la France, les anciennes grandes puissances coloniales.
Donc, mais c'est un problème qui est assez localisé, si vous voulez. Bon, un jour, il me semble, il apparaîtra comme absolument évident que nos intérêts géostratégiques sont tels et sont tellement unifiés qu'il y aura matière à convaincre nos concitoyens que c'est une voie à suivre. Mais moi qui ai circulé partout en Europe, non seulement d'ailleurs au sein des 17, mais au sein des 27, et même ailleurs que chez les 27 en Europe, ce n'est pas les esprits ne sont pas mûrs, nos démocraties ne sont pas mûres, je crois. En revanche, elles doivent être mûres pour aller plus loin dans l'union politique, économique et budgétaire. Ça aussi, c'est de l'union politique, mais nécessaire, et nécessaire vite, nécessaire si très justement, vite. je quitte 2030 et je reviens ici et maintenant, on disait tout à l'heure que la fin 2012 était plutôt une bonne fin de séquence. Si on regarde un petit peu le tableau 2013, on a des élections en Allemagne, en septembre prochain, on a une instabilité potentielle de l'Italie, une fragilité persistante de l'Espagne, une situation en France qui sera un peu, j'allais dire, conduite par les perspectives de croissance, un renouvellement à venir du Parlement européen, donc ça fait beaucoup d'échéances. Vous êtes inquiet? Vous avez peur d'un blocage, d'une crise? Est-ce qu'on saurait traiter une crise de grande ampleur dans ce contexte institutionnel un peu instable, hein? Si vous voulez, la grande erreur qui a été faite à certains moments par le reste du monde, et je ne vise aucun continent, disons l'Asie aussi bien que les États-Unis ou l'Amérique du Nord, ça a été de croire que nous étions incapables de prendre les grandes décisions nécessaires. Et donc, jugeant à l'aune de ce qu'aurait été le système de prise de décision dans les États-Unis d'Europe, comme s'ils étaient analogues aux États-Unis d'Amérique, ils se sont convaincus qu'une grande catastrophe était inévitable parce que, clairement, on ne prenait pas les décisions suffisamment vite et suffisamment rapidement. Et puis parce que les défis étaient grands. Ils ne voyaient pas que de manière sous-jacente, il y a un processus historique qui est en marche depuis 2 tiers de siècle, et qui est très profond, et qui fait que nos démocraties, quand c'est nécessaire, prennent les décisions appropriées. Et que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, mais qui demande à comprendre de l'intérieur les Européens. J'ai dit cela très souvent à New York. Et vous savez, à New York, 9 mois avant la création de l'euro, il y avait une majorité pour penser que ce n'était pas possible, que ça ne se ferait pas. En 99, oui. Donc. Et quand je disais, non seulement on va faire l'euro, mais il va durer très longtemps, bien sûr, et il va montrer une capacité, une crédibilité analogue à celle des meilleures monnaies d'Europe, c'était considéré comme du rêve. D'ailleurs, au passage, il est à son bon niveau par rapport au dollar? Non, je ne qualifie pas le niveau. Nous sommes dans des échanges flottants. Pour nous, Français, est-ce que c'est un niveau intéressant ou... Encore une fois, c'est pour l'ensemble des Européens, puisque nous avons une monnaie unique. Je parle français. Alors certains ont des excédents formidables de la balance commerciale et de la balance des paiements courants. D'autres ont moins d'excédents de la balance commerciale et de la balance des paiements courants. Nous sommes à l'échelle d'un continent tout entier. Je dirais simplement, si vous voulez, qu'au niveau actuel, nous ne sommes pas loin du niveau d'entrée. Nous étions à 1,17 au niveau d'entrée. Nous sommes maintenant aux alentours de 1,30. Ça bouge, ça va, ça vient. Je crois que ce n'est pas le problème essentiel, évidemment, c'est compte tenu du fait que notre marché domestique est maintenant un marché de 333 millions de personnes, plus grand que les États-Unis d'Amérique en nombre de citoyens, comment être le plus compétitif possible dans ce marché intérieur. J'en reviens à ma question. Vous êtes plutôt, vous, compte tenu de cette gamme de fonds, compte tenu de ce mouvement, compte tenu de ce qu'on était capable de faire ces derniers mois, vous êtes plutôt optimiste sur la séquence qui s'ouvre et sur l'année 2013, hein? Nous allons avoir beaucoup de défis. L'adaptation permanente. Nous avons une économie réelle qui elle-même est dans une situation au niveau mondial qui n'est pas florissante. Nous avons toujours les séquelles de la très grande crise financière, donc rien n'est facile en ce moment, rien n'est facile. Mais sur notre persévérance dans l'être, si je puis dire, au niveau de l'ensemble de l'Europe, notre capacité à faire face aux grands défis, notre capacité de mettre en œuvre ce qui a été décidé, oui, je crois qu'on peut avoir confiance. J'ai toujours eu confiance, même à des moments où, franchement, le regard porté sur nous était beaucoup plus circonspect, difficile. Beaucoup plus sceptique, beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos concitoyens qui nous regardent et qui n'ont pas d'emploi? Et comme on l'a vu depuis des dizaines de mois, la courbe du chômage ne cesse de descendre. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'ils vont retrouver un emploi?
Ça dépend de l'ensemble de l'environnement mondial et européen, bien sûr, parce qu'il ne faut pas s'illusionner, nous dépendons terriblement du reste du monde, comme tout le monde. Hein. Les Américains eux-mêmes ont une influence énorme sur nous. Nous-mêmes, nous avons une influence considérable sur les Américains et sur le reste du monde. Donc, première remarque. Deuxième remarque, il y a des pays en Europe qui ont vaincu le chômage de masse, en étant dans le même environnement que nous, avec la même monnaie que nous, pratiquement les Allemands. Et donc, le problème pour nous, c'est de faire en sorte que le fameux choc de compétitivité puisse être absorbé par l'économie de la meilleure manière possible, c'est-à-dire effectivement en redynamisant les entreprises, en les remettant à niveau en termes de compétitivité. Et ensuite, à mon avis, il faut un consensus bipartisan, comme celui qu'on avait en 80 et en 90. On a appelé ça la désinflation compétitive. Maintenant, ce serait la stabilité compétitive. Mais je crois que c'est absolument indispensable parce qu'il faut, année après année, regagner de la compétitivité pour que nous ayons plus d'emplois, plus de consolidation des emplois, plus de création d'emplois. C'est cela la clé. La clé, c'est de renforcer année après année la compétitivité. Les Allemands ont fait ça, nous faisions ça dans les années 80 et 90, et comme je l'ai déjà dit, nous étions dans une situation nettement meilleure au début des années d'une décennie d'efforts. J'aime bien ce concept de stabilité compétitive. Ce qu'on voit quand même poindre dans le débat français, c'est qu'à côté de cette stabilité compétitive qui n'est pas toujours nécessairement acceptée par tous, mais c'est la démocratie, il y a aussi souvent un questionnement sur le rôle de la Banque centrale européenne, qui paraît plus rigoureuse que par exemple la Banque centrale britannique, qui paraît plus rigoureuse que la Banque américaine, la Fed. Et avec cette demande assez récurrente, sur laquelle moi j'aimerais vous faire réagir, parce que c'est quelque chose que vous connaissez particulièrement bien, qui consiste alternativement à dire soit créons de la monnaie et laissons partir les choses, soit au contraire, imaginons qu'un certain nombre de pays vont faire défaut, de façon plus ou moins rude, de façon plus ou moins orchestrée. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui aujourd'hui agitent un peu ce spectre qui consisterait à dire qu'on peut se délier de nos engagements vis-à-vis des investisseurs ou qu'on peut au contraire laisser filer la situation? S'agissant des défauts, comme vous le savez, nous avons toujours été, mes collègues et moi-même, sur la ligne mettant en garde contre les contagions, les effets de contagion. Donc nous sommes maintenant sur une ligne qui me paraît absolument claire. Il y a eu des hésitations à un moment au niveau de certains gouvernements. Maintenant, les choses sont claires. On a eu le problème grec et c'est un cas spécial. Tous les autres pays sont des pays dont les gouvernements et l'ensemble des pairs, c'est-à-dire les autres gouvernements européens, disent on vous aide à faire l'ajustement nécessaire. Bien entendu, vous êtes crédible. Bien entendu, on s'emploie à faire en sorte que vous puissiez faire votre ajustement dans les meilleures conditions possibles. Et ils deviennent vertueux. Il n'y a pas et je crois que le reste du monde l'a compris, il n'y a plus d'ambiguïté sur ce point, donc c'est vraiment, je crois, très très important. Pour la Banque centrale, elle a assuré la stabilité des prix sur 13 ans, 14 ans, dans des conditions que nos propres concitoyens, vous n'avez pas fait de sondage, d'enquête d'opinion là-dessus, mais nos propres concitoyens ne sont pas particulièrement flatteurs. Pourtant, c'est un résultat excellent. C'est un résultat excellent au niveau du continent tout entier. C'est aussi un très bon résultat, je dois dire, en France, par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Donc, avec la monnaie unique, on a prouvé, et j'en étais très fier moi-même, vous savez, pouvoir dire, vous avez fait confiance à une institution et à une monnaie, vous nous avez dit qu'elle soit au moins aussi bonne que la précédente, elle est aussi bonne que la précédente. Et on peut dire ça à Paris comme à Berlin. C'est quand même pas rien. Et nos concitoyens nous disent « bon, ok, ça va tout juste ». Mais s'ils ont un message pour nous de la Banque Centrale Européenne, je fais comme si j'y étais encore, ce qui n'est pas le cas, s'ils ont un message pour la Banque Centrale Européenne, ce serait un message de dire « faites très attention, la stabilité des prix, on y tient, et on n'aime pas l'inflation ». Dernière question. Jacques Delors rappelait il y a quelques jours qu'on ne tombe pas amoureux d'un marché sans frontières ni d'un marché commun. Qu'auriez-vous envie de lui répondre ce soir? Je crois qu'il a raison, c'est difficile de tomber amoureux, mais c'est utile. Et il en sait quelque chose, parce qu'il a joué un rôle absolument décisif lui-même, et pour le marché unique européen, dont il a été un instigateur ardent et extraordinairement efficace, et pour la monnaie unique, dont le marché unique à monnaie unique, il aurait voulu aller plus loin, d'ailleurs, Jacques Delors,
Et puisque vous citez son nom, souvenez-vous, si nous avons eu une période de désinflation compétitive qui nous a remis à niveau en termes de compétitivité et qui faisait qu'en fin de période, on avait de bons résultats, notamment en matière de comptes externes, etc., c'est parce qu'il y a eu un concept de l'or, renforcé d'ailleurs, j'ai dit que c'était bipartisan, par la cohabitation de 86, et au total, ça a été poursuivi sur longue période. Peut-être pourrons-nous avoir la même chose. Et cette fameuse flamme qu'on a vue là tout à l'heure avec Robert Schuman, qui a été donc un jour relayé par les Delors, les Giscard, etc. Maintenant, qui tient le flambeau? L'Europe a avancé de manière concrète et pratique. Robert Schuman a été incroyablement éloquent. Jacques Delors a fait ce qu'il fallait avec le soutien des chefs d'État et de gouvernement. Et ce qui vient d'être décidé, ce qui va être mis en place, historiquement, est très, très important. On a tendance à le négliger. Évidemment, il aurait mieux valu le décider avant que dans la crise. Mais c'est vrai, moi-même, si vous voulez, au nom de la Banque Centrale Européenne, je prêchais dans le désert. Sur le pacte de stabilité et de croissance, je prêchais complètement dans le désert. Mon premier discours au Parlement européen, c'était pour dire c'est très important, le pacte de stabilité et de croissance. C'était en 2003. Les grands pays étaient contre. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, les grands pays étaient contre. On vous écoute. Merci beaucoup, Laurent Bigorgne. Et je vais vous demander de quitter la table pour être remplacé par Mathilde Lorenzi. Mathilde Lorenzi, comme à chaque fois, nous avons l'habitude d'inviter un chef d'entreprise, une en l'occurrence. Vous nous rappelez ce que vous faites, là vous êtes trentenaire et vous avez importé des États-Unis justement un concept qui marche bien. Alors nous avons créé avec ma sœur il y a 3 ans un concept de glace au yaourt qui s'appelle aux États-Unis et en Asie le frozen yogurt et qui fait déjà fureur là-bas. Donc le principe est simple, ce sont des glaces qui, au lieu d'être faites avec de la crème et des œufs, sont faites à partir de yaourt et de yaourt allégé. Donc ce sont des glaces plus saines. Et ensuite, le principe est simple, vous pouvez décider de rajouter autour ce qu'on appelle des toppings. Ce sont des petits ingrédients qui vont des fruits frais au macaron. Voilà, et nous avons aujourd'hui 4 points de vente à Paris. Et une dizaine de salariés. Une dizaine de salariés. Petite entreprise. Voilà, exactement. Alors, qui grossit doucement. Vous avez face à vous l'homme qui a régenté l'Europe pendant si longtemps, et qui continue d'ailleurs, mine de rien. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question? Alors, lorsque nous avons créé Eatmilk avec ma sœur il y a 3 ans, obtenir un financement bancaire était compliqué, mais c'était quand même possible. Et même si nous nous sommes retrouvés face à certaines banques qui ont refusé de nous prêter en disant que notre projet était innovant et que nous n'avions pas 25 ans d'expérience dans le même domaine, nous avons quand même réussi à obtenir un financement bancaire. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la situation semble complètement bloquée. Il est impossible pour les entreprises naissantes de trouver un financement bancaire et pour les entreprises déjà existantes d'obtenir un financement pour pouvoir investir. Donc ma question est la suivante, que pourrait faire l'Europe pour débloquer le financement bancaire auprès des toutes petites entreprises? Est-ce que vous pensez que c'est une des missions de l'Europe? Et si oui, en a-t-elle les moyens et quels instruments pourrait-elle utiliser pour parvenir à ces fins? Je crois que d'abord c'était évidemment un vrai problème, et le problème du financement des PME-PMI, particulièrement aujourd'hui, parce que nous avons des problèmes de banques elles-mêmes qui ont été redoutables, comme on l'a dit. La crise a commencé par la crise financière, et donc ce n'est pas si facile. Ceci dit, bien entendu, vous avez, dans une économie de marché comme la nôtre, beaucoup de banques auxquelles vous pouvez vous adresser. Voyant votre dynamisme, j'imagine bien que vous avez fait tout l'éventail des concours bancaires possibles, parce qu'il y a des différences énormes de stratégie ou de tactique de banque à banque. Mais je crois que nous sommes assez largement devant un problème culturel. Il y a des pays en Europe dans lesquels vous trouveriez peut-être un financement plus aisé. Il y a aussi un problème de fonds propres, évidemment. Quand on lance une entreprise, il est clair que demander aux banquiers de prendre le risque qui est toujours très élevé au moment de la création, ce n'est pas nécessairement ce que le banquier, même en période normale, envisage avec allégresse. Donc là, j'imagine que vous avez pu démarrer avec des capitaux propres et là, alors, l'aide aux fonds propres pour le démarrage des entreprises me paraît être absolument cruciale. Plus la paperasse et tout ça, vous êtes passé par ce circuit-là. On ne cesse dans tous les pays d'Europe d'améliorer les choses de ce point de vue. On dit tous les ans, on a amélioré formidablement les choses. Mais avant, il y avait par ailleurs. Oui, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais effectivement, on a l'impression de cheminer un peu sur place. Mais enfin, fondamentalement, je dirais, on a un problème spécifique qui est assez largement, me semble-t-il, un problème de fonds propres au démarrage.
avec des différences très importantes de pays à pays. Mais c'est vrai, un handicap général en Europe par rapport aux États-Unis qui est un handicap culturel. Alors de la même... Mais ceci dit, vous avez fondé votre entreprise, oui, elle marche est maintenant et elle se développe. De la développer. Et de la développer. Et de la développer. Alors de la même manière, donc toujours depuis 3 ans, depuis que nous avons créé Eat Milk, le taux de TVA applicable à la restauration rapide a été réévalué 2 fois. La fiscalité du travail a beaucoup évolué. La fiscalité à la revente des entreprises aussi. Bref, la visibilité fiscale est quasi nulle et nous avons l'impression de moins en moins incitative pour les entrepreneurs. Ceci en parallèle avec un appel du pied de certains pays européens comme le Royaume-Uni à déménager chez eux avec un certain nombre de mesures fiscalement incitatives. Que pensez-vous de cette compétitivité, de cette compétition fiscale en Europe ? Croyez-vous à la possibilité d'une harmonisation fiscale européenne et est-ce pour vous une priorité ? D'abord, je crois que c'est très important. Mais il faut être réaliste. On peut relativement facilement, à mon avis, unifier, et c'est d'ailleurs un travail qui est en cours, les assiettes. C'est-à-dire faire en sorte que le calcul de la base de l'impôt, qu'il s'agisse des ménages, qu'il s'agisse des entreprises, l'ensemble, disons, des activités économiques, on doit pouvoir unifier cela. Ensuite, le taux. Le taux dépend de votre niveau de dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut. On a vu le camembert tout à l'heure. Vous ne pouvez pas obliger certains pays à être en très grand déficit permanent parce qu'ils s'aligneraient à la baisse en ce qui concerne les impôts tout en ayant des dépenses colossales. Et vous ne pouvez pas non plus dire à d'autres pays, vous devez vous aligner à la hausse en matière d'impôts, même si vos dépenses publiques en proportion du PIB sont modestes. Parce que alors là, vous créerez des excédents absolument monumentaux. Donc il faut bien voir qu'on peut harmoniser l'ensemble des concepts, mais les taux, le prélèvement va dépendre évidemment dans le long terme, parce que dans le long terme, on ne peut pas dépenser indéfiniment plus qu'on ne gagne, et on ne peut pas non plus indéfiniment accumuler plus qu'on ne dépense. Mais vous seriez États. Quand même pour une uniformisation des politiques fiscales, pour nous éviter des affaires de Pardieu et autres, entre la France et la Belgique par exemple, ou entre la France et l'Allemagne? Je viens de vous dire que s'il y a une différence de 10 points de PIB entre les dépenses publiques d'un certain pays A et les dépenses publiques d'un pays B, les impôts du pays A représenteront 10% de plus du PIB dans une perspective de long terme. On ne peut pas faire autrement. Il faut bien financer ce qu'on dépense. Il faut commencer d'abord par la rigueur. La première chose qu'on peut dire qui est du pur bon sens, c'est que si vous fournissez les mêmes services publics de même qualité en dépensant moins ou beaucoup moins, ce qui est le cas dans certains pays, alors vous vous en trouvez très bien parce que vous fournissez à vos concitoyens les mêmes services et vous leur demandez moins d'impôts pour ça. Donc la bonne gestion, d'une manière générale, pour l'ensemble des dépenses publiques, c'est évidemment une ardente obligation. Alors maintenant, il y a aussi des pays qui décident d'avoir une protection sociale inférieure à d'autres ou qui décident de demander plus spontanément à leur secteur privé et moins à l'État. Et là, ça fait des différences qu'il faut compenser par l'impôt. Mais je crois qu'on a quand même des marges très très sérieuses. L'exemple de la Suède est là. On a des marges très très sérieuses pour pouvoir conserver la qualité des services publics que nous avons dans beaucoup de pays, je ne parle pas simplement de la France, tout en diminuant la dépense et donc en diminuant les impôts. Mathilde, vous aviez une troisième question. Une dernière question. Alors, je suis une entrepreneuse, mais je suis aussi une femme. Et alors que le débat est lancé au niveau national sur la parité dans les entreprises, qu'en est-il de la représentation des femmes dans les instances gouvernementales européennes? Et là, j'ai en tête la Banque centrale européenne, vous n'êtes pas en pointe. Dont le Conseil des gouverneurs ne comprend depuis fin novembre plus aucune femme. Alors ne croyez-vous pas que l'Europe devrait tout de même montrer l'exemple dans le domaine de la parité ? Les décisions, comme vous le savez, ne sont pas prises par les banquiers centraux eux-mêmes, elles sont prises par les gouvernements. Et le Parlement s'est fait l'apôtre de votre remarque, ce que je comprends parfaitement. Moi-même, j'ai toujours connu une femme, et même plus d'une femme, autour du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou du Conseil général de la Banque centrale européenne. Il est vrai qu'il y a peu de femmes gouverneuses,
Mais j'ai connu la gouverneuse du Danemark, la gouverneuse remarquable du Danemark, la gouverneuse remarquable de Pologne, la gouverneuse d'Autriche à certains moments. Donc ce n'est pas une closed shop, ce n'est pas un ensemble fermé. Mais c'est vrai, je comprends votre message et je suis sûr, quand je vois que nous recrutons autant de femmes que d'hommes à la Banque Centrale Européenne, par exemple, je vois bien, si vous voulez, que le monde a changé et pour le bien entre les recrutements d'aujourd'hui et les responsables, j'allais dire d'hier, les responsables d'aujourd'hui aussi, mais qui ne sont pas ceux de demain. Je vous remercie beaucoup, Mathilde Lorenzi. Moi, j'avais personnellement une dernière question. Est-ce qu'on pourrait vous voir un jour à la tête de ADS, comme cela se dit, de ci, de là? Je n'ai absolument aucun commentaire là-dessus. Absolument aucun commentaire. Ce n'est pas des décisions qui sont prises, évidemment, par moi-même, et je n'ai absolument aucun commentaire. Et ça ne s'annonce pas à la télévision? Et ça ne s'annonce pas à la télévision, mais ce n'est pas que ça ne s'annonce pas à la télévision. C'est que je n'ai aucune espèce de commentaire, et voilà, c'est tout. Alors, je vais vous demander en revanche d'utiliser un petit écran tactile pour envoyer un tweet à qui vous voulez, puisque cette émission est moderne, utilise Twitter. À qui vous voulez l'adresser d'abord ce message? À l'ensemble des téléspectateurs ou des citoyens? Oui, à l'ensemble de ceux qui nous regardent. D'accord. Oui. Alors, si vous trouvez que c'est approprié. Oui, on vous laisse composer ce message. Vous y croyez à cette Europe, hein, toujours, autant qu'avant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'y crois très profondément. Et je crois que dans la crise, dans cette crise qui a été la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale pour tous les pays avancés, nous nous sommes retrouvés en présence d'une Europe qui, avec des difficultés énormes, une prise de décision à 18 centres de pouvoir, comme je l'ai dit, a été capable de prendre des décisions très importantes. Elle a d'ailleurs maintenant, me semble-t-il, convaincu le reste du monde qu'il fallait la prendre très, très, très au sérieux. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur LCP. Puis je rappelle à tous les téléspectateurs qui souhaitent, ils sont nombreux, venir assister justement de près à la parole d'un grand témoin, comme nous venons de l'entendre avec Jean-Claude Trichet, comme nous l'entendrons la fois prochaine avec Jean-Paul Delevoye. Eh bien, vous appelez le 01 42 41 31 12. C'est la fin de cette émission. Merci et joyeuses fêtes à tous. À l'année prochaine.